السلام عليكم. غنبداو لو كور ديال لي ميكروكونترولور. أول درس يعني غيكون مرتجل. حاولوا تقبلوه كيف ما هو ونتمنىو يكون خير. Donc on va parler dans ce cours des microcontrôleurs et surtout les microcontrôleurs de la famille PIC, c'est-à-dire de fabricants microchips, la famille PIC16. Bon, pour étudier un microcontrôleur, on doit partager l'étude en deux grandes parties. L'étude en aspect matériel et l'étude aspect logiciel. Donc pour programmer, je dois savoir un minimum de matériel pour pouvoir programmer convenablement le microcontrôleur. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un microcontrôleur? Donc c'est un circuit intégré réunissant tous les éléments d'une structure à base de microprocesseurs, c'est-à-dire un système informatique minimal qui comporte un microprocesseur qui gère les informations et qui traite, une mémoire de programme pour programmer ou bien pour sauvegarder les instructions, une mémoire de données, donc c'est une mémoire morte, et une mémoire de données, mémoire travail, mémoire RAM, pour les informations et pour les données. Des interfaces aussi d'entrée et de sortie pour pouvoir communiquer avec le monde externe. Finalement, on peut dire que le microcontrôleur va agir comme un ordinateur. Il peut calculer toutes les opérations simples, addition, soustraction, division, etc. Et il décide, il prend des décisions, toute la logique simple et ou comparaison, tests, etc. Il a une mémoire pour garder un programme et le résultat des calculs. Elle peut détecter grâce à ses entrées des boutons, des capteurs, donc communication avec le monde externe en entrée. Elle peut commander grâce à ses sorties des LED un afficheur moteur communication en sortie. Le microcontrôleur présente des avantages tels que la simplicité de mise en œuvre, la grande capacité de traitement et le coût relativement faible. Mais on trouve-t-on ces microcontrôleurs actuellement partout? Les systèmes et les objets techniques à base de microcontrôleurs prennent de plus en plus dans notre quotidien des places importantes, téléviseurs, téléphones mobiles, lave-linge, PlayStation, n'importe quel système qui demande une programmation, obligatoirement on va trouver qu'il va y avoir des microcontrôleurs. Bon, on va s'intéresser pour notre étude aux microcontrôleurs du fabricant microchip les PIC 16F. Les PIC 16F et on va prendre comme exemple le PIC 16F 84. Le principe d'étude reste le même, quel que soit le microcontrôleur. Donc on va se baser sur l'étude de ce microcontrôleur puisqu'il est très simple. Donc les microcontrôleurs de microchip, l'architecture interne, c'est l'architecture Hardware, sont désignés par le synonyme PIC, Programmable Interface Control. Déjà, l'architecture hardware, ça veut dire quoi? Les mémoires internes, la mémoire morte et la mémoire RAM de travail, elles sont séparées. Séparées, ça veut dire qu'il va y avoir deux bus. Un bus pour la communication ou bien pour lire les instructions de la mémoire programme et le deuxième bus pour les données. C'est l'architecture hardware très rapide. Il y a aussi l'architecture Van Neumann pour d'autres microcontrôleurs. L'architecture hardware, la mémoire de programme et la mémoire de données sont séparées. Je dois identifier le microcontrôleur avec lequel je dois travailler. Bien sûr, c'est de la documentation constructeur. Donc, identification des microcontrôleurs de microchips. Un PIC est généralement identifié par une référence de la forme suivante. Deux premières lettres ici, XX, grand X, Y et Z. Les deux premières lettres, famille ou bien nombre. Famille du composant 12, 14, 16, 17, 18, 32. En liaison directe avec le bus entre le CPU, c'est-à-dire le microprocesseur, et la mémoire programme. 12 bits, 14 bits, 16 bits, et ainsi de suite. Bon, pour l'exemple qu'on va étudier ici, les microcontrôleurs PIC16,
Le bus ici contient 14 bits, c'est-à-dire que l'instruction sera composée de 14 bits. La mémoire programme sera réalisée par des registres et la longueur de chaque registre, c'est 14 bits. Pour les lettres suivantes, X grand X ici, c'est le type de mémoire programme. Quel type de mémoire on va utiliser? C'est pour mémoire ROM effaçable et programmable électriquement, CR pour une mémoire programmable pour une seule fois, F pour une mémoire programmable et effaçable électriquement et ainsi de suite. Y, identificateur de composants, donc ça va dépendre du nombre d'entrées de sortie, la capacité mémoire programme, la capacité de la mémoire de données et d'autres éléments internes au microcontrôleur. Les derniers caractères ici, ZZ, c'est pour la représentation, bien pour l'identification de la vitesse maximale de pilotage, la vitesse maximale avec laquelle le micro va fonctionner correctement. Donc, c'est le quartz qu'on va utiliser en mégahertz. Exemple, PIC 16F8410. 16 pour indiquer que c'est de la famille midlane. Midlane, ça veut dire 14 bits d'instruction. F pour mémoire flash, mémoire programme de type flash. 84 types de pics de port d'entrée, 1 kg pour la mémoire programme, etc. Un timer, etc. 10, c'est la vitesse avec laquelle le microcontrôleur PIC va fonctionner, c'est-à-dire au maximal 10 MHz. Avant de commencer à programmer, bien sûr, je dois savoir comment connecter mon microcontrôleur. Et bien sûr, c'est le travail de brochage. Brochage, exemple de PIC 16F84 et 16F876. Ces microcontrôleurs sont commercialisés en boîtier Dell. Dual inline, ça veut dire 2 rangées de broches. Le nombre de broches, 18. Et tout près, il va y avoir un petit tableau qui regroupe les différents broches. Tout d'abord, je cherche la broche d'alimentation. C'est un circuit qui demande de l'énergie, donc il doit être alimenté. La broche numéro 5, c'est la masse, 0 volts. La broche 14, VDD, alimentation de 5 volts. Je peux remarquer aussi que il y a deux ports, deux interfaces, RA0 à RA4, 5 bits, 1, 2, 3, 4, 5 bits, ligne d'entrée de sortie qui constitue le port A. RB0 à RB7, les broches RB0, broche 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça constitue 8 lignes d'entrée de sortie de port B. C'est les deux ports avec lesquels le micro PIC 16F va communiquer avec le monde externe. On peut remarquer aussi qu'il y a deux autres broches ici, la broche 16 et la broche 15, oscillateur A, oscillateur 2. Avec ces deux broches, on branche le quartz. On branche de l'extérieur le quartz qui va réaliser la fréquence de travail ou bien la vitesse à ne pas dépasser 10 MHz. Généralement, au moyen, on travaille avec un quartz de 4 MHz. La broche numéro 4. Je remarque ici, il y a le bar, ça veut dire que c'est une broche active sur le niveau logique bas. C'est la broche de reset qui permet de remettre le programme au départ, de remettre à zéro le microcontrôleur. La consommation alimentée avec 5 volts, avec le quartz 4 MHz, méga 10 à la puissance 6. La consommation 2 mA, donc 2 mA moins 5, ça donne 10 milliwatts. Le jeu d'instruction de ce composant, ou bien de ce microcontrôleur, c'est l'architecture RISC
reduce instruction, constriction, je crois, 7. Composant un jeu d'instructions réduit, 35 instructions de durée 1 ou 2 cycles. C'est-à-dire pour programmer ce composant, on va utiliser 35 instructions. 35 instructions pour pouvoir communiquer avec ce composant, pour pouvoir le programmer et l'utiliser dans les systèmes automatisés. On peut par la suite voir les instructions qu'on va utiliser, les 35 instructions. C'est le tableau qui se trouve à la page 7. Les 35 instructions. Donc, vous pouvez compter les instructions. Ces instructions, 35 instructions. 35 instructions pour pouvoir communiquer. Chaque instruction, on va trouver pour chaque instruction le commentaire, la signification, les indicateurs qui vont être positionnés par cette instruction et le temps. Combien de cycles va utiliser cette instruction. Donc, je peux remarquer ici qu'il y a la plupart des instructions un cycle, sauf pour certaines, un ou deux cycles. Voilà, c'est le jeu d'instructions avec lequel on va communiquer avec le microcontrôleur PIC16F. La structure interne maintenant. Avant de parler de la structure interne, la durée d'un cycle. Qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle d'instruction ou bien cycle machine, c'est 4 périodes d'horloge. Par exemple, F oscillateur ou bien FH égale à 4 MHz. 4 MHz divisé sur 4, ça va donner 1 MHz, c'est la fréquence cycle. 1 MHz, pour la traduire en temps, j'inverse t égale à 1 sur f, ça va donner 1 microseconde. Une instruction sera exécutée pendant 1 microseconde. Structure interne de PIC16F84. C'est généralement ce qu'on va trouver à l'intérieur d'un tel composant. Ce n'est pas tout ce qu'on va trouver, mais les éléments que je peux toucher par programme. Donc, je peux, par le jeu d'instructions, toucher ces éléments et les programmer. Les éléments essentiels que je peux programmer. Mais il y a le microprocesseur, il y a des multiplexeurs, il y a les bus, il y a d'autres éléments à l'intérieur. On va essayer de voir ces éléments. Déjà, on va trouver les deux mémoires séparées, puisque c'est l'architecture Harvard. La mémoire programme, la mémoire morte flash. L'organisation, il est organisé de telle sorte qu'il comporte 1024 mots, ou bien 1024 emplacements, ou bien 1024 registres. Et chaque registre contient 14 bits, c'est midline, 14 bits. Je peux remarquer ici qu'il y a une adresse 2007 de cette mémoire réservée. Un registre 14 bits réservé pour la configuration. Il sera réservé pour la configuration générale de PIC. On va parler tout à l'heure de ce registre. La mémoire RAM, la mémoire travail, elle est partagée en deux parties. Une partie pour les registres spéciaux, pour la configuration du microcontrôleur, pour par exemple choisir le port A en entrée ou bien en sortie, quelques bits de port B en entrée, en sortie. Voilà, donc la programmation va se faire en utilisant ces registres. La mémoire RAM de travail réalisée par des octets, c'est-à-dire chaque registre contient 8 bits. La deuxième partie de la mémoire RAM, c'est la mémoire RAM utilisateur. L'organisation, 68 octets, c'est-à-dire 60 emplacements, 68 registres qui contient 8 bits. Bon, bien sûr, ici, c'est une mémoire temporaire. Elle garde l'information temporairement dès qu'on l'alimentation dès que le circuit cesse d'être alimenté, l'information va disparaître. Par contre, ici, pour la mémoire programme, c'est l'inverse. EEPROM, c'est une mémoire morte de données. Supposons, par exemple, j'ai une information, une consigne, une donnée que je dois garder constante. Ce n'est pas la peine de la charger à chaque fois. Pour cela, on va la charger dans l'EEPROM, ici, 64 octets.
organisation, 64 emplacements et chaque emplacement contient 8 bits, un octet. Il va y avoir deux procédures concernant cette mémoire, procédure de lecture et procédure d'écriture. C'est pas évident d'écrire dans cette mémoire. D'accord? Donc, il va y avoir deux procédures qu'on va programmer en exercice. Et bien sûr, en utilisant certains registres spéciaux qui se trouvent ici pour pouvoir programmer ou bien écrire et lire dans cette mémoire. De l'extérieur ici, je remarque les deux ports. Le port A qui contient 5 bits bidirectionnels et le port B qui contient 8 bits bidirectionnels ici. C'est-à-dire, en utilisant les registres spéciaux qui se trouvent ici, je peux programmer le sens en entrée ou bien en sortie. Je peux par exemple prendre le premier bit en entrée, le deuxième en sortie, donc selon le cahier de charge. De l'intérieur aussi, on trouve qu'il y a un timer. Le timer, ça veut dire un compteur. Il y a deux timers ici, le timer 0 et le timer watchdog, bien sûr, watchdog, c'est-à-dire chien de garde. J'explique un petit peu. Le timer 0, c'est un compteur que je peux utiliser pour réaliser un signal d'horloge, pour compter des événements, pour réaliser des temporisateurs, plusieurs possibilités. Et toujours, on va faire référence aux registres spéciaux qui se trouvent ici. Selon les registres spéciaux, je peux programmer. Le timer, lui, peut utiliser deux types d'horloges. Horloge système qu'on appelle horloge interne, selon l'horloge qu'on va utiliser ici, 4 MHz par exemple, F oscillateur. L'horloge inter F oscillateur sur le 4, ou bien on peut utiliser une horloge externe, l'horloge externe. Je reviens au schéma de brochage. La broche numéro 3, RA4, ça veut dire qu'elle peut travailler comme entrée-sortie pour le port / double fonction, ou bien comme un signal d'horloge, donc timer 0 clock, c'est-à-dire comme entrée d'horloge externe. Je peux utiliser un signal d'horloge externe pour le timer 0. Elle est programmable toujours. Je reviens vers les registres spéciaux. Le watchdog, lui, donc le watchdog, c'est un compteur de protection anti-plantage, supposons qu'on a une instruction qui se répète. Elle se répète, elle se répète, elle se répète, la même instruction. Donc ici, c'est je valide le watchdog, si je valide le chien de garde. Dès qu'il y a une instruction qui se répète pendant un certain temps, le watchdog, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre le tout à 0. C'est-à-dire que de nouveau, on va commencer à l'adresse 0 et de nouveau le programme va se reprendre. Si jamais le chien de garde n'est pas validé, dans ce cas, que se passera-t-il? La machine va rester plantée. Et pour redémarrer la machine, je dois soit éteindre la machine et la redémarrer, ou bien utiliser l'entrée, la broche 4, reset de circuit, pour que le microprocesseur se branche à la première adresse 0000 en hexadécimal et relance de nouveau le programme. Le watchdog et le timer. Le watchdog utilise l'horloge watchdog, mais parfois, selon le travail, ou bien selon le cahier de charge, j'aurais besoin d'augmenter le temps de signal d'horloge, d'accord? Donc pour cela, je dois diviser la fréquence. Diviser la fréquence, ça veut dire multiplier la période. Pour prolonger cette période, qu'est-ce que je dois utiliser? Je dois utiliser le prédiviseur. Le prédiviseur, elle est entre les deux compteurs. Bien sûr, en utilisant les registres spéciaux, soit c'est le chien de garde qui va utiliser le diviseur de fréquence, soit c'est le timer. Donc, selon toujours la programmation qu'on va établir dans ces registres spéciaux. Voilà donc les éléments essentiels pour cette structure interne de PIC CSF84. On va revenir à cette adresse pour voir comment l'utiliser par la suite, la configuration générale. Bien sûr, ici, les détails, une mémoire programme de type flash, les éléments qui constituent l'architecture, 1 kg,
14 bits, une mémoire RAM, les registres de contrôle de configuration, les 16 registres spéciaux, 64 octets de la RAM utilisateur, j'ai mémoire générale, et une mémoire EPROM de données 64 octets, deux ports d'entrée 8 bits et 5 bits, le timer compteur 0 incrémenté par une horloge interne ou externe, un chien de garde, compteur qui est un timer particulier, le watchdog, un prédiviseur de fréquence programmable permettant d'étendre la possibilité de timer 0 et du chien de garde, 4 sources d'interruption. 4 sources d'interruption qu'on verra plus tard. Pour les interruptions, c'est le fonctionnement particulier. Supposons que le microprocesseur est en train de réaliser instruction par instruction, instruction par instruction. À un certain moment, si jamais on a programmé, toujours je reviens vers les registres spéciaux, on a programmé une interruption. Et l'interruption, par exemple, arrive à la broche RB0 connectée avec un capteur et ce capteur va déclencher l'interruption. Que se passera-t-il? Le microprocesseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauvegarder la dernière adresse, se branche vers un autre sous-programme, le sous-programme d'interruption, l'exécute et par la suite, il revient. Voilà. Pour les microcontrôleurs, la structure ou bien les interruptions, ça dépend selon le matériel qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, pour le CSF84, il va y avoir 4 types d'interruptions. L'interruption qui peut provenir de RB0, le bit RB0, et on choisit d'après les registres le franc, montant franc, descendant. L'interruption qui peut arriver s'il y a changement des bornes du port B, RB4 jusqu'à RB7, changement d'état de 0 vers le A ou bien de A vers le 0. L'interruption qui sera provoquée par le débordement de timer, c'est-à-dire le timer 8 bits, il va compter de 00 jusqu'à FF. Dès qu'il va revenir vers 0, il va y avoir débordement, donc on peut déclencher l'interruption, ou bien fin d'écriture dont la mémoire est EPROM ici. Donc, j'ai oublié de parler de l'unité arithmétique et logique. L'unité arithmétique et logique, c'est l'élément qui réalise toutes les opérations arithmétiques et logiques à l'intérieur d'un système automatisé. On lui associe toujours un registre 8 bits, c'est le registre de travail. À chaque fois, il y a une opérante, une donnée dans le registre de travail et les autres opérandes, ça peut provenir du registre spécial ou bien de la mémoire. Ou bien des ports, bien sûr. Voilà, donc on a dit que le CSF84, il y a possibilité d'avoir 4 types d'interruptions. L'horloge peut être générée par 4 types d'oscillateurs sélectionnables qu'on verra lors de l'étude de ce registre. On peut sélectionner les 4 types ici. Et en plus de ça, l'horloge, elle est soit interne, soit externe. Interne, donc j'applique le quartz entre la broche 16 et 15 et je réalise un oscillateur, un signal d'horloge interne, ou bien je peux utiliser une résistance avec condensateur, donc montage RC entre la broche 16, la tension d'alimentation, la masse, et je réalise par la suite l'horloge interne, ou bien tout simplement je peux synchroniser mon microcontrôleur avec un autre système. De l'extérieur, j'apporte le signal d'horloge et il va fonctionner directement. 3 possibilités de montage. Je termine par la suite. Donc on a parlé qu'il va y avoir l'horloge. L'horloge sera programmée 4 types et l'horloge elle est soit interne soit externe. Une unité arithmétique et logique, l'UAU, unité arithmétique et logique chargée de faire des calculs, un registre de travail toujours en fonctionnement avec l'unité arithmétique et logique de 8 bits, des convertisseurs. Les convertisseurs, pour le CSF84, il n'y a pas de convertisseur, mais pour d'autres versions, il va y avoir des convertisseurs analogiques numériques, comme par exemple le CSF877. Comment un programme se déroule?
comment le microcontrôleur va exécuter ses instructions. C'est-à-dire comment il va commencer par exécuter la première instruction, deuxième, troisième. S'il y a des sous-programmes, il va sauter. S'il y a des interruptions, il va sauter pour voir le sous-programme d'interruption, et ainsi de suite. C'est le déroulement d'un programme à l'intérieur du mémoire morte, mémoire flash. Déroulement d'un programme. Le déroulement d'un programme s'effectue de façon très simple à la mise sous tension ou suite à un reset. Reset soit externe, soit par le chien de garde. Le processeur va chercher la première instruction qui se trouve à l'adresse 0000 en hexadécimal, cette adresse. Donc ici, c'est la représentation de la mémoire programme. Et on l'appelle vecteur reset, c'est-à-dire à chaque fois qu'il est reset mise en marche, toujours le microprocesseur va se brancher à cette adresse et il va exécuter la première adresse qui se trouve à ce niveau-là. Donc on aura besoin de 4 chiffres ici pour pouvoir programmer ou bien pour adresser l'ensemble de la mémoire jusqu'à A, F, F, F. Donc F 4, 4, 1, ça fait 12 et A ça fait 13. Voilà. Donc j'ai dit que le processeur va chercher la première adresse qui se trouve à ce niveau-là et il va exécuter, va chercher la deuxième instruction, la troisième et ainsi de suite. Sauf cas de saut d'appel, saut ou d'appel de ce programme. Donc s'il y a saut, c'est-à-dire je trouve une instruction go to vers une autre adresse, directement le microprocesseur il va se brancher vers l'adresse et continuer à exécuter le programme sans condition. Ou bien s'il y a un appel de ce programme. Dans ce cas, j'appelle ce programme à ce niveau-là par exemple. Le microprocesseur, qu'est-ce qu'il va faire? L'instruction suivante qu'il va exécuter, c'est cette instruction qu'il doit sauvegarder. Et bien sûr, il va se brancher à l'adresse de ce programme, elle exécute de ce programme et elle doit revenir vers l'adresse. On parle de fonctionnement séquentiel. De plus, lorsqu'il y a une interruption, le processeur va à l'adresse 0004 hexadécimal. Cas particulier, c'est jamais on a autorisé l'interruption. Je reviens vers les registres spéciaux. L'interruption RP0, l'interruption des 4 derniers bits du port B, l'interruption du débordement, l'interruption de fin de l'écriture. C'est jamais on a autorisé une interruption. Et il ne faut jamais utiliser cette adresse. Ce registre sera réservé pour le vecteur interruption, c'est-à-dire on va loger dans cette adresse l'adresse ce programme d'interruption. Donc, je peux trouver par exemple go to interrupt, go to vers le programme d'interruption qui se trouve quelque part ici. Elle sera exécutée et par la suite, le retour par la suite pour retourner, continuer le programme principal. Bon, pour sauvegarder, pour adresser ou bien pour contrôler ces adresses, il y a un compteur PC, le compteur ordinal qui contient 13 lignes. Et ça constitue les adresses de chaque emplacement mémoire. Pour le CSF 84, on a utilisé uniquement 1 kg, la mémoire flash, de 0000 jusqu'à 03FF, c'est le 1 kg. Pour la suite, c'est pour les autres types de microcontrôleurs CSF. Voilà, donc le compteur ordinal pointe la première adresse, elle exécute instruction par instruction. Elle s'incrémente après 4 signaux d'horloge, c'est-à-dire cycle machine, 4 signaux d'horloge. Elle s'incrémente. Si jamais il y a un sous-programme, que se passera-t-il? L'adresse suivante, par exemple, ce programme se trouve à ce niveau-là, 0, 1, 2, d'accord, par exemple, se trouve à ce niveau-là. On est en train d'exécuter cette instruction, appel à cette instruction. Bien sûr, le compteur, il va pointer l'adresse suivante pour l'exécuter. Dès qu'il va y avoir appel, que se passera-t-il? L'adresse pointée, elle est sauvegardée dans cette mémoire pile, mémoire temporaire, mémoire de la RAM. Il va sauvegarder l'adresse et il se charge avec l'adresse qu'il va trouver.
il se branche pour exécuter le programme et dès qu'il retrouve le retour, elle va charger de nouveau l'adresse. Elle va faire sortir l'adresse de la mémoire, elle va la charger, par la suite elle va continuer à exécuter le programme. C'est comme ça que se déroule un programme. PC est un compteur ordinal 13 bits qui, lors de la mise sous tension, démarre à 0, puis s'incrémente de 1 tous les 4 coups d'horloge, ainsi que l'instruction. La pile sert à emmagasiner d'une manière temporaire l'adresse d'une instruction. Et on peut même compter le nombre de registres qui se trouvent ici. On va trouver pour le 16F84, il y a 8 registres, c'est-à-dire 8 niveaux, pour pouvoir imbriquer, oui, ce programme et ne pas dépasser les 8 ce programme. أبنائي الأعزاء راني قسمت لكم لا فيديو على 3 المراحل وغادي تلقاو لو فيشيي اون بي دي اف ديال لا لوسون كامله في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو والسلام عليكم.